La vie religieuse, c'était pas du tout le plan A. Le paradis, ça sera vraiment une vie dans l'amour. Est-ce qu'à Marseille, il y a un exorciste ? Lorsque quelqu'un se sent possédé, le prêtre va envoyer cette personne envers un prêtre. On n'est pas tous formés à la pratique de l'exorcisme. Est-ce que l'Église n'a pas du mal à se marketer, à se vendre ? L'Église n'a pas comme objectif de se vendre. On ne témoigne pas peut-être assez et de bonne manière de la joie de l'Évangile, de la joie d'être chrétien. L'Église doit être sur TikTok ? Bien sûr, il faut qu'elle soit sur TikTok. On est peut-être un peu en retard. Il faut qu'on apprenne ce langage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Il faut Marseille. Comme d'habitude, je vous rappelle le principe, chaque semaine, je reçois des personnalités marseillaises connues et parfois un peu moins, mais qui, chacune, à leur manière, contribuent à façonner cette ville. Parce qu'à travers leur choix, à travers leur engagement, à travers leur parcours, toutes ces personnalités, elles racontent un morceau de Marseille. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir quelqu'un que je connais bien, quelqu'un qui incarne justement cette pluralité marseillaise, Didier Roca. Certains le connaissent comme professeur de maths, l'un de ceux qui ont formé des générations d'élèves, des quartiers nord jusqu'aux établissements les plus réputés de Marseille, et d'autres le connaissent un peu plus comme une figure, comme un prêtre, une figure engagée et profondément ancrée dans le tissu local. Puis il y a tous ceux qui l'ont croisé à travers ses actions, ses prises de parole ou simplement son énergie très particulière. Didier, c'est un homme qui a passé sa vie à Marseille et qui a vu des centaines d'élèves grandir, qui a traversé des réalités sociales totalement différentes et qui porte un regard à la fois lucide et humain sur cette ville, sur ses fractures, sur ses forces. Avec Didier, on va évidemment parler d'éducation, de transmission, de ce que ça veut dire réussir quand on part avec des cartes très différentes. On parlera aussi de vocation, on parlera de foi et de ce que le catholicisme représente aujourd'hui ici à Marseille. Je vous rappelle que même si on a déjà énormément d'abonnés et de personnes qui nous encouragent au quotidien, Il faut Marseille, c'est encore un média qui est très jeune puisqu'on a tout juste un mois. Donc si vous aimez ce format, si vous avez envie qu'on continue à donner la parole à celles et ceux qui font cette ville, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'on est présent sur Instagram et sur TikTok principalement. Et surtout, parlez-en autour de vous, car c'est grâce à vous qu'on pourra faire grandir le projet. Didier, merci beaucoup d'être venu. C'est une joie d'être là avec toi. C'est génial que tu sois là. Donc Didier, nous deux, on se connaît très bien, on se connaît déjà depuis longtemps. C'est peut-être pas le cas de tous les auditeurs qui nous regardent. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots ton parcours, qui tu es aujourd'hui ? Donc j'en parlais en guise d'introduction. Prof de maths, également prêtre. Bon, tu as multiples casquettes. Est-ce que tu peux nous les rappeler rapidement ? Voilà, alors grosso modo, j'ai 53 ans, je suis marseillais, mes parents sont marseillais aussi. Je suis l'aîné de 5 enfants, mes frères et sœurs, Pierre, Paul, Jean, Claire, tu vois à peu près le profil. J'ai eu la chance d'avoir la vocation de prof de maths dès que j'étais tout petit, à 7-8 ans. Ensuite, j'ai été, et je suis toujours religieux à l'œuvre allemande, donc c'est un lieu d'éducation, hein, c'est une communauté religieuse. Et après, chemin faisant, est apparu ce désir de devenir prêtre, et je suis prêtre que depuis 7 ans. Donc si on rajoute les casquettes, même si je suis quand même un seul être humain, hein, mais enfin, très ancré dans Marseille, professeur de mathématiques, religieux, et prêtre. Donc tu disais, tu as grandi à Marseille, c'est ça ? Tu as grandi dans quel quartier précisément ? Alors en fait, il se trouve que mon père travaillait dans l'immobilier et chaque fois qu'on était un de plus, on changeait de quartier. Donc on a commencé dans le quartier de Mempentier, dans le 10e, je suis né chez ma grand-mère. Ensuite, on est parti à l'Allée des Pins. Après, on a bifurqué à Cassis. L'Allée des Pins, pardon, c'est quel quartier ? L'Allée des Pins, c'est dans le 9e, à côté de Valmante. Okay. C'est un nouveau quartier qui est né dans les années 70-80. Okay. J'ai habité au Grand Pavois et ensuite dans le 8e. J'y suis resté jusqu'à ce que je quitte la maison. D'accord. Donc globalement, tu as grandi dans les quartiers sud. Exactement, oui. Et après, donc c'est via ton expérience en tant que prof de maths c'est prof de mathématiques. Hein. Oui. C'est via ton expérience en tant que prof de mathématiques que petit à petit, tu as bossé un peu plus dans les quartiers nord et dans les quartiers un peu moins favorisés, en tout cas, de Marseille. Alors, l'histoire est amusante parce qu'en fait, pendant toute ma vie, lorsque j'étais adolescent jusqu'à jeune professeur, j'ai vécu dans la même rue, la rue Jean Mermoz à Marseille, hein, qui est dans le 8e. J'étais à l'école communale Jean Mermoz, après je suis allé à l'école de Provence. Mon premier poste d'enseignant, ça a été à Cluny. Bref, sur la même rue, j'ai été professeur, j'étais vraiment, je n'ai pas bougé. Et lorsque j'étais religieux, je suis allé voir l'évêque. L'évêque, c'est le responsable de l'église de Marseille. Et je lui dis, Père, voilà ce que j'ai fait. Et Monseigneur Pontier, c'était un homme du Sud-Ouest, maintenant qui n'est plus notre évêque, et qui me dit, oh Didier, il faut sortir un peu. Et
j'ai entendu ce qu'il m'a dit et 6 mois après, j'étais muté donc, dans les quartiers nord, dans le 15e, dans un bahut qui s'appelle Notre-Dame de la Viste. Tu parlais, quand on a commencé l'interview, tu parlais de vocation, de devenir prof de maths. C'est plutôt un terme qui est employé pour parler précisément de devenir prêtre ou diacre, enfin en tout cas de devenir religieux. Quel lien tu fais aujourd'hui entre ton métier, toi, de professeur de maths d'une part, et d'autre part de religieux ? Alors, disons que d'abord, je dirais que professeur de mathématiques, c'est une vocation, mais ça part de mes aptitudes. Il se trouve, je dis souvent que le bon Dieu, il m'a fait bon en mathématiques. Je l'ai été sans mérite de ma part, sans beaucoup d'efforts. Voilà, j'avais vraiment ce désir à la fois d'enseigner et j'étais bon qu'en mathématiques, si on peut dire. De la même manière, je dirais que la vie religieuse, c'est quelque chose qui m'a été donné sans grand mérite de ma part. Du jour au lendemain, j'ai senti que ça pouvait être une voie qui allait me convenir, qui allait profondément me rendre heureux et donc rendre heureux les autres. Et donc, s'il faut parler d'un point commun entre les deux, c'est vraiment une activité, une manière d'être aussi, qui me rend profondément heureux. On va, si tu veux bien, cette interview, on va la faire en 2 temps. Dans un premier temps, on va parler précisément de ton métier de prof de maths, de la manière dont tu l'as exercé, les différents établissements dans lesquels tu l'as exercé, parce que je pense que tu as une vision tout à fait éclairée de la jeunesse à Marseille, tes différentes expériences te permettent précisément d'avoir une vision éclairée en fonction des différents quartiers, en fonction de différents destins. Et dans un second temps, on parlera plus de ta foi, on parlera de la vocation que tu as eue et de la manière dont tu vis aujourd'hui ta religion, si tu veux bien. Ok. Avant ça, pour que chacun situe bien, est-ce que tu peux nous rappeler les établissements dans lesquels tu as bossé en tant que professeur et les églises dans lesquelles tu as pu travailler en tant qu'aumônier ou en tant que diacre, prêtre ? Alors moi, j'ai commencé l'enseignement des mathématiques à l'école de Provence en 1993. J'ai fait quelques remplacements. J'ai continué d'autres remplacements au lycée Lacordaire. Enfin, tu vois que c'est à peu près le même profil. Mm-hmm. Mon premier poste, je l'ai eu donc au collège Cluny, à côté du métro Perrier. Ouais. Et j'ai fait grosso modo 15 ans dans cet établissement. Et là, je finis ma 16e année au collège Notre-Dame de la Viste. Donc, du point de vue de l'enseignement, j'ai eu 2 grandes expériences, une dans le 8e, une autre dans le 15e. Du point de vue ecclésial, engagement religieux, moi j'étais religieux donc à l'œuvre allemand, donc la maison des Iris, c'est dans le 8e arrondissement, donc c'était juste à côté de Cluny, hein, j'étais vraiment dans le même quartier. Et là, je suis maintenant en communauté en haut des Réformés, rue Saint-Savornin, donc c'est une autre maison de l'œuvre allemand. Et du point de vue prêtre des paroisses, j'ai été 4 ans à la paroisse des Chartreux, où j'ai commencé, c'était la période où j'allais devenir prêtre, on appelle ça l'ordination, donc c'était autour des années 2019-2020, et là c'est ma 4e année, donc dans la paroisse qui s'appelle Notre-Dame de la Major, c'est le 2e arrondissement de Marseille, c'est à la fois la tour CMA-CGM, mais le Panier, le quartier de la Joliette, un quartier qui est extrêmement mélangé. Alors, donc je te propose donc de commencer, de parler de ton expérience de prof, notamment au prisme de l'égalité des chances à Marseille. C'était en collège ou en lycée, ou les deux que tu as bossé ? C'était d'abord en collège. D'abord en collège et ensuite au lycée ? Oui, tout à fait. Si je vais droit au but, tu as fait les établissements les plus prisés à Marseille. Tu citais tout à l'heure Provence, le lycée de Provence, on sait qu'ils ont des résultats extraordinaires au bac. Le lycée Lacordaire, c'est pareil, des résultats extraordinaires au bac. Et de l'autre côté, Notre-Dame de la Viste, qui est peut-être un peu moins favorisé, c'est ça ? Bien sûr, exactement. Aujourd'hui, le profil type des étudiants, d'une part au lycée Lacordaire et au lycée de Provence, et d'autre part à Notre-Dame de la Viste, c'est quoi ? On va dire qu'il y a une très très grande reproduction sociale, on le sait. Hein, donc à Lacordaire, à Provence, à Cluny... les enfants arrivent de milieux socio-professionnels qui sont favorisés et ils en ressortent aussi de la même manière avec effectivement des bons résultats scolaires. À la Viste, c'est peut-être plus difficile, mais je dirais que l'enjeu, c'est pas réussir dans la vie, c'est pas être un monsieur ceci, maître ceci, au docteur cela, c'est pas d'avoir un grand métier, c'est, j'allais dire, pour chacun, c'est faire le meilleur possible, faire de son mieux. J'aime bien cette expression, faire de son mieux. Elle est dans la loi scout, et je trouve qu'elle est un petit peu, si tu veux, l'objectif de tous les enseignants, permettre aux élèves de faire de leur mieux. Et évidemment, le mieux à Lacordaire ou le mieux dans un établissement comme Notre-Dame de la Viste, c'est pas le même, mais pour moi, ça n'a aucune importance. Donc déjà, avant même de commencer, si je pose une question presque provoque, mais
quelqu'un qui rentrerait au collège au lycée de Provence vs quelqu'un qui rentrerait au collège à la Viste, les chances qu'ils ont de réussite pure, enfin, si on considère la réussite comme étant l'atteinte d'un beau métier ou l'atteinte d'un tel salaire, l'égalité des chances n'est pas du tout assurée aujourd'hui. Alors, l'égalité des chances, est bien évident qu'elle n'est pas assurée, mais je ne dirais pas que c'est à cause de la différence d'enseignement. Il me semble que la grande différence, c'est le réseau. Le réseau ? Oui, je vais te donner un exemple très, très simple. J'ai eu une élève en terminale à Notre-Dame-de-la-Viste qui voulait être avocate. Sauf que pour devenir avocate, évidemment, il faut faire sa licence, ses études de droit, mais il faut quand même avoir une ouverture, une possibilité d'aller faire un stage chez une avocate, taper à la bonne porte, pouvoir avoir les codes, pouvoir savoir comment on s'habille, comment on parle, etc. Et c'est sûr que l'élève qui arrive d'un quartier favorisé, au-delà de ses efforts, de son entraîne, sa motivation, tout ça, eh bien, il va avoir la possibilité de faire un stage très très tôt dans ce métier-là, alors qu'un élève qui arrivera dans un autre établissement aura plus de difficultés. Et c'est pour ça que je suis très très fier d'être dans un établissement actuellement comme Notre-Dame-de-la-Viste, parce que ceux qui arrivent à être avocats ou avoir des métiers, on va dire, qui brillent pour notre société, je suis très impressionné par leur pugnacité, et c'est très très beau. Mais évidemment, au départ, l'égalité des chances, elle n'est pas assurée. L'égalité, c'est une notion théorique, on essaye de le vivre au maximum, même si les moyens qui sont alloués dans les établissements défavorisés sont très importants. Mais il se trouve que le réseau, ça c'est difficile à partager. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que le réseau ? Il y a donc certainement le réseau doit jouer effectivement pour trouver un stage, mais peut-être que tu parlais de codes aussi, il y a un certain nombre de codes qu'on n'a pas, est-ce qu'il y a un certain nombre même l'idée de la réussite peut-être ne vient pas. Quels sont les critères qui fait que... Si tu veux, lorsqu'on a souvent envie de faire comme de la même manière que ses parents, que sa famille. Et je vois par exemple, lorsqu'on a des parents qui sont médecins ou avocats, on est tenté de faire à peu près la même chose. Et donc, on n'a pas envie de sortir de sa sphère sociale, parce que forcément, ça a un certain nombre d'avantages. Et dans un autre quartier, on a envie aussi de faire comme papa, comme maman. Et de façon exceptionnelle, on a envie de sortir de son milieu social, mais ça, c'est beaucoup plus exceptionnel. Et donc, quand je parle de reproduction sociale, c'est quand même un phénomène qui, à mon avis, est extrêmement fort, même si, ne l'oublions pas, il y a des exceptions. J'ai eu, là, moi, c'est ma 14e classe de terminale, j'ai eu un élève qui a été pris dans une classe préparatoire à Paris. Voilà, mais c'est exceptionnel, mais c'est possible. Et ça, vraiment, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mes élèves. Est-ce qu'il y a une vision partagée donc, si on s'adresse au lycée de Provence, au lycée Lacordaire, la vision partagée de la réussite, elle est assez convenue, je pense. Réussir ses études, tu viens de le dire, via une classe préparatoire pour réussir une belle école de commerce ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, bien réussir ses études, il y a un certain nombre de codes qui nous viennent naturellement à l'esprit. Ou bien réussir tout court. Est-ce qu'il y a une vision partagée de la réussite aussi à Notre-Dame-de-la-Viste ? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une vision partagée qui se base sur un référentiel qui est différent, par exemple l'argent ou d'autres facteurs ? Moi, je suis très fier d'être dans cet établissement parce que, tu sais, le premier jour de l'année, en terminale, on a une journée réussir sa vie. Et donc, on libère la parole et on permet aux élèves de dire vraiment ce qu'ils ont dans les tripes, ce qu'ils aimeraient faire, vraiment leur ambition. Et ce qui est très, très beau, c'est qu'un certain nombre d'élèves, en particulier des filles, sont capables de dire « Mais moi, j'ai envie d'articuler ma vie professionnelle avec ma vie familiale. Le fait d'avoir des enfants est une chose positive. Le fait aussi de trouver un métier où on n'est pas complètement bouffé par le travail, avec un véritable équilibre. En tout cas, ce sont des choses qui sont questionnées dans l'établissement. Et évidemment, il me semble que ces jeunes ont beaucoup plus de liberté que dans d'autres établissements où forcément ils sont quelque part, ils sont dans un rail où il s'agit de réussir. Je ne dis pas réussir à tout prix parce que bien sûr tout le monde a un cœur, tout le monde a des aspirations humaines, même spirituelles, etc. Mais
Il me semble que la question de la vie générale et pas simplement que la problématique, on va dire, du métier est vraiment est assez claire pour les élèves qui sont dont je m'occupe. Donc c'est une très très belle initiative qui a été prise par mon établissement. Quand tu rencontres un gamin assez jeune, les premiers échanges avec lui, est-ce que d'ores et déjà, au vu des premiers échanges que tu as et de ce que tu perçois, tu arrives à te dire, celui-là, je vois qu'il y a une envie de réussir, et quel que soit d'ailleurs son milieu social, hein, mais est-ce que rien qu'en discutant avec lui, tu sens, et il y a des critères, des signaux faibles qui te permettent de penser que oui, ce gamin, il y a une vraie volonté de réussir? Alors moi, je sens essentiellement, mais c'est parce que je suis fait comme ça, je sens une humanité, je sens des blessures, je sens des questionnements, je sens des désirs. Mais si tu veux, je me garde bien de mettre les élèves comme avec une étiquette, comme on mettrait des étiquettes sur un pot de confiture. Voilà, les élèves, comme chacun d'entre nous, sont des énigmes, sont des personnes voilà, qui peuvent nous étonner en bien, qui peuvent aussi te flancher. Et donc, pour répondre précisément à ta question, je suis absolument incapable de te dire, bon, lui ça va marcher, lui ça va pas marcher. Voilà, on fait de notre mieux, hein, chacun en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, on met un peu d'eau, un peu d'engrais, un peu de soleil, un peu de tout ce que tu veux, et il se passe ce qui se passe. Et dans notre métier, on a vraiment une obligation de moyens, pas de résultats. Et si tu veux se dire que dès la première discussion, le premier échange, on arrive à se dire lui, ça va être un bon ou pas. Bon, déjà, moi, philosophiquement, c'est quelque chose qui me gêne un peu. Et concrètement, on est toujours étonné. On peut pas faire de plan sur la comète. Hein, ça lèverait d'ailleurs toute liberté à ces jeunes. Je ne parlais pas de mettre de créer des cases et de mettre des gens dans des cases en créant une typologie qui serait déplacée. Mon idée, c'était plus de dire, est-ce qu'il y a vraiment des signaux faibles que tu peux identifier ? Tu parlais d'une fracture, par exemple, d'une aventure, d'une expérience humaine qui a fait que, et qui te permet de dire, effectivement, ouais, quand je regarde, par exemple, où on va faire le chemin inverse, plutôt que de dire, ce gamin, quand il est jeune, je pense qu'il va réussir. Tu as peut-être des anciens élèves à toi qui ont très très bien réussi. En fait, tu te rends compte rétrospectivement que il y avait un certain nombre de signaux faibles qui permettaient de penser que... Alors, pour le coup, les signaux faibles, ils ne sont pas scolaires. D'accord. Les signaux faibles, ça va être, il fait du sport, il fait de la musique, il s'engage dans une association, et il me semble que l'école, c'est qu'une petite partie. L'école ne met en lumière qu'une petite partie de nos potentialités. Et l'essentiel de nos potentialités, me semble-t-il, elle se joue en dehors de l'école. Quelqu'un qui va être délégué de classe, qui va vouloir faire avancer le bien commun dans l'établissement, quelqu'un qui va faire de la musique, quelqu'un qui va même s'engager dans une association, même syndicaliste, politique, dans une association, faire de l'animation. Tout ça, ce sont des signaux faibles qui sont extrêmement positifs. Mais le fait de savoir calculer une intégrale non, bien sûr. Voilà. Et pourquoi alors ? Parce que ça permet parce qu'en fait, si tu veux, une ouverture d'esprit. Si tu veux, nous à l'école, on ne juge entre guillemets que très peu de compétences. C'est les compétences de synthèse, de mémorisation. Et il y a d'autres compétences. Hein, j'imagine que toi, dans ton travail, c'est la même chose. La prise d'initiative, la capacité d'écouter, l'humour, l'empathie, la prise d'initiative. Enfin, tout ce type de compétences, on les prend relativement peu en compte dans notre travail. Hein. Alors bon... Je dis ça parce que je suis professeur de mathématiques et peut-être d'autres enseignants diront les choses un peu différemment. Mais c'est vrai que ces signaux faibles, ils sont particulièrement, forts pour le coup, lorsqu'on regarde la vie de ces jeunes en dehors de la sphère purement scolaire. Et donc ça, c'est en termes d'expérience et de vécu. Et si on parle simplement de tempérament, est-ce qu'il y a un trait de caractère que tu retrouves chez tous les gamins que tu as vu mieux réussir, si on s'entend sur une définition de la réussite, bien sûr, mais en tout cas qui n'ont pas décroché ? Est-ce qu'il y a un trait de caractère que tu retrouves ? Je réfléchis en même temps que je te parle. Je dirais que la capacité d'écoute, et écouter, c'est pas simplement se taire. Écouter, c'est prendre en compte les conseils, essayer justement de changer de point de vue, essayer de comprendre ce que dit l'autre. Et je crois que lorsqu'on est capable d'écouter, on peut aller très très loin. Non seulement ça s'apprend, mais c'est drôlement important pour leur avenir. Mais je dirais la capacité d'écoute. Tu parlais tout à l'heure d'un certain nombre de tes élèves qui ont très très bien réussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter quelques parcours, mais de façon purement factuelle, de quelques parcours, que ce soit d'ailleurs lycée de Provence, lycée
Lacordaire et Quartier Sud, ou que ce soit plutôt à Notre-Dame-de-la-Viste, mais des parcours dont tu es particulièrement fier. Donc tu nous citais tout à l'heure l'avocate, c'est ça ? Voilà, c'est une jeune femme qui n'avait pas de talent particulier pour les mathématiques, mais moi que j'ai eu en troisième, qui a vraiment eu un beau chemin, qui finalement est devenue avocate. La différence entre les beaux quartiers et ceux qui sont des quartiers plus difficiles, c'est que lorsqu'on ne travaille pas bien, on a toujours la possibilité de prendre des cours particuliers. Lorsque ses parents ont les moyens, dans les quartiers plus difficiles, on n'a personne. Il faut vraiment, les résultats sont vraiment le fruit d'un travail personnel. Et donc ce chemin-là, cette élève qui était avocate, je pense aussi à un autre élève qui est devenu, qui a des responsabilités politiques sur Aix-en-Provence, qui était extrêmement doué à l'oral, mais qui a justement, n'a pas simplement que du bagou, a rajouté aussi des connaissances du travail, qui a fait des études de Sciences Po. Et vraiment, l'aspect culturel aussi est important, parce que dans une famille où il y a des familles où il n'y a pas de livres. Donc, pour avoir une culture partagée, Internet ne suffit pas. Et donc, pour avoir ça, c'est extrêmement important qu'il y a un certain nombre d'élèves qui vont acheter des bouquins, qui vont se cultiver, qui vont se battre. Donc ça, c'est les deux exemples que j'ai en tête, à Lacordaire ou dans d'autres établissements, mais je parlerai plutôt du collège Cluny. Alors, c'est que le collège, il faut bien voir que c'est un petit peu différent. Les chemins se ressemblent un peu. On est médecin, on est avocat, mais c'est pas pour ça que les personnes n'ont pas des personnalités remarquables. Hein. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est pas tant le métier qu'ils vont accomplir, mais la manière dont ils vont l'accomplir et le don d'eux-mêmes qui va être fait en même temps que la technique de leur travail, quoi, si tu veux. On a un petit peu évoqué le sujet, puisque tu disais présence de livres, tu as évoqué les sujets relatifs au foyer. On entend souvent, quand on parle de réussite scolaire, on entend souvent que tout se joue à la maison. C'est le cas. Est-ce que vraiment, je te pose la question de but en blanc, est-ce que vraiment tout se joue à la maison, en termes de culture, en termes d'éducation, ou est-ce qu'il y a au-delà ? Ça va un petit peu au-delà. Alors, les parents sont les principaux éducateurs de leur enfant, ça c'est clair. Et l'école ne pourra jamais remplacer le travail que font ou que ne font pas les parents, et même tout lieu d'éducation. Moi, je suis un enfant des œuvres de jeunesse. Je te parlais des Iris tout à l'heure. Il me semble vraiment que ce que font les parents, c'est extrêmement important. L'école peut apporter un certain nombre de compléments d'un point de vue culturel, mais le gros les choses de base en éducation, vraiment dépendent des parents. Et après, j'ajouterais aussi que malgré, les enfants sont de plus en plus dans des familles blessées, où il y a eu des séparations, des recompositions. Il me semble que ce qui est absolument incroyable, c'est que de nombreux enfants, je suis assez épaté, arrivent à prendre le bon malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir en famille. Ils arrivent à garder une forme de joie, de paix, alors que extérieurement, je dirais, les pauvres, comment ils font pour vivre dans une telle ambiance. Et donc, pour répondre clairement à ta question, les éducateurs, les principaux, c'est vraiment les parents. Partant de là, est-ce que les politiques qui visent à bosser précisément sur l'égalité des chances ont vraiment un sens ? Parce que si on veut aller au bout du sujet, on doit travailler sur le sujet à la racine et donc à l'éducation des parents, finalement. Oui. Donc, je te pose la question, est-ce que les politiques aujourd'hui qui visent à rendre l'école beaucoup plus égalitaire, est-ce qu'elles ont vraiment un sens à ce prisme-là ? Moi, en préalable, je dirais qu'il ne faut pas attendre que les politiques fassent ce que les administrés ne font pas. Les politiques, ils essayent de réduire un petit peu les inégalités. S'il y avait une baguette magique, s'il y avait une potion magique, s'il y avait une solution magique, ça se saurait. Et je crois que les hommes politiques, les femmes politiques font vraiment de leur mieux pour justement aider. Tu vois, par exemple, en CP ou en CE1, maintenant, il y a des groupes, il y a des classes dédoublées pour aider à l'apprentissage du français. Et j'allais dire, moi je ne suis pas de ceux qui vont critiquer facilement la politique, parce que bien sûr qu'il y a énormément de choses qui se font, on se dit c'est un peu dérisoire, mais aider les enfants à faire le travail le soir,
dans certains quartiers. Eh bien, ce sont des petites choses. Évidemment, on ne va pas voir le niveau global des élèves être modifié, mais je crois que tout ça, ça concourt à, réduire les inégalités, même si on n'y arrivera jamais complètement. Je ne serai pas dur. Mais il faut bien voir aussi qu'on n'est pas, en éducation, on n'est pas dans une logique de performance ou d'efficacité. On aimerait que 50 milliards dans l'éducation nationale, ça permette telle ou telle chose. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, en tout cas, il me semble qu'on fait de notre mieux, que ce soit les hommes politiques, les professeurs, etc., toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation pour justement réduire cet écart. Toi qui as connu les deux, donc des expériences en tant que professeur dans des quartiers très favorisés et des expériences en tant que professeur dans des quartiers qui le sont beaucoup moins, quelle idée tu te fais des politiques qui avaient été mises en place à un moment donné, notamment en termes de discrimination positive? On évoquait le cas de Sciences Po tout à l'heure. Ils avaient mis en place, je ne sais pas si tu te souviens, une politique où il y avait un certain nombre d'élèves de quartiers défavorisés qui étaient envoyés à Sciences Po et qui étaient pris précisément parce qu'ils étaient bons élèves, mais aussi parce qu'ils venaient de ces quartiers défavorisés. Quelle idée tu t'en fais, toi, au vu de ton expérience? Je dirais que d'une certaine manière, il y a une inégalité de base, c'est que on est dans une famille, on peut naître dans une famille défavorisée avec des bases culturelles qui sont faibles. Et je trouve que le fait de dire on va donner un coup de pouce à telle ou telle catégorie, il y a aussi, on peut parler aussi des filles dans les études scientifiques. Je me dis que ce petit coup de pouce, c'est-à-dire les filles dans les études c'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser l'arrivée des filles en faculté de sciences, alors que naturellement elles se prêtent moins à ce alors qu'il y en a moins. Voilà, statistiquement ça se passe comme ça. Mais en tout cas, d'essayer de donner un petit coup de pouce. Après c'est toujours pareil, c'est une question de pourcentage, c'est une question de degré, hein, c'est toujours l'idée du curseur. Voilà, donner le petit coup de pouce, je crois que c'est bien, mais après imaginer qu'un élève qui n'a pas les bases en langue, en histoire, en culture générale, lui laisser croire qu'il va pouvoir réussir à Sciences Po, c'est un peu le leurrer. Donc oui pour le coup de pouce, parce que je crois que il y a des jeunes qui l'ont pas eu, et je crois que c'est bien que ça soit la puissance publique qui puisse le faire. Tu as utilisé l'expression lui laisser croire. Précisément, est-ce que dans les quartiers un peu moins favorisés, et à Notre-Dame-de-la-Viste en l'occurrence, les élèves croient encore en l'ascenseur social ou est-ce qu'ils n'y croient plus? Moi, je crois que je suis absolument certain que tous les jeunes, les enfants, veulent devenir médecins, pompiers, pilote d'avion, c'est ce genre de métier, ce genre d'idéal, tout le monde veut y accéder. Et après, évidemment, entre les désirs et les capacités, on va dire que les souhaits sont redimensionnés. Mais vraiment, je crois que le désir de faire quelque chose de beau, de grand, qui nous dépasse, il est pour tout le monde. Il y a le désir de réussir et la croyance forte et intime que le système en place te permet d'y arriver. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je dirais que la plupart des enfants ne se disent pas qu'ils font partie d'un système. Ils prennent bien conscience de la difficulté d'un certain nombre d'études, par exemple les études de médecine. Et ils savent très bien que quand on a un médecin ou quelqu'un qui a fait des études médicales, eh bien, ça sera beaucoup plus facile pour eux. Quand on habite à 1/4 d'heure de la Timone, ça sera beaucoup plus facile que si on habite à 3/4 d'heure. Et donc, voilà, mais j'allais dire, il n'y a pas de reproche à faire particulier, c'est simplement qu'il y a un réalisme, et lorsque forcément dans sa famille on n'est pas aidé, on sait qu'il faudra travailler beaucoup plus. Mais ce n'est pas impossible. Mais ça demandera beaucoup plus de travail. Du coup, est-ce que tu perçois dans ces quartiers défavorisés une autocensure? Certains qui se diraient, de fait, partant des constats que tu as pu faire, la distance avec l'université, le fait que le saut est trop grand pour arriver à réussir telle ou telle étude, il y a une autocensure en se disant non, de toute façon, j'y arriverai pas, il vaut mieux que je jette l'éponge. Alors clairement non. Tu vois, dans ma classe de terminale, il y a 25 élèves, j'ai 8 élèves qui veulent faire médecine. Elles savent, c'est surtout des filles, que ça va être difficile, qu'on est loin, que ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, et pourtant elles y vont volontiers. D'ailleurs, à ce sujet-là, je me souviens, et je le regrette, c'est un de mes grands échecs dans ma vie de prof. Une fois, j'ai une élève de 4e qui, voilà, à mes yeux, honnêtement, réussissait pas. Et un jour, elle m'a dit, je veux être médecin. Et moi, j'allais dire, entre guillemets, comme un imbécile, je lui dis, mais tu sais, il vaudrait mieux que tu imagines un autre métier, parce que c'est tellement difficile, etc. Et je me dis, avec du recul... Tu t'en veux? Bien sûr. Pourquoi je l'ai découragé? Pourquoi
Alors, bon, finalement, elle a fait autre chose et j'espère qu'elle réussira. Mais je crois que même dans l'échec, il y a des fruits à recevoir. Même dans l'échec, je crois que toute sa vie, si elle n'avait pas fait cette première année de médecine, qui raisonnablement n'était pas utile parce que c'était partir dans un mur, mais je crois que d'aller au bout de ses désirs, de ses rêves, je crois que c'est quelque chose de beau et qui peut être fructueux pour la suite. Tu parlais tout à l'heure de tout l'extrascolaire et il y a Ouais. effectivement tout un tas d'associations qui travaillent en fond précisément pour la réussite scolaire. On en a reçu un certain nombre, notamment le Jules Citruc du Protis Club qui aide les élèves des quartiers défavorisés qui sont notamment au stade à réussir leurs études. Est-ce qu'il y a un vrai besoin de ce point de vue-là d'accompagnement extrascolaire en vue précisément de favoriser la réussite scolaire ? Alors je crois qu'il y a une nécessité d'avoir des lieux d'éducation. Pas simplement dans le domaine scolaire, mais évidemment aussi, je crois que des lieux d'éducation, des lieux de gratuité, des lieux de vie sociale. On avait, il y a 50 ans, tout le monde allait au service militaire et donc il y avait beaucoup de colonies de vacances, de choses comme ça. Bon, maintenant, on va plutôt au centre aéré, on va plutôt rester à la maison. Et je crois que des lieux d'éducation populaire, des lieux d'éducation sont extrêmement importants, en particulier pour les personnes qui sont soit en précarité, soit en difficulté, parce que ça coûte cher et que tout le monde ne peut pas payer l'entraînement de tennis ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, que ce soit au niveau du travail scolaire, que ce soit au niveau du sport, de la musique, vraiment travailler sur la dimension culturelle, il me semble que c'est vraiment absolument décisif. Et il y a vraiment des choses merveilleuses à Marseille. Le nombre d'associations, le nombre de personnes qui se décarcassent pour vraiment faire grandir les jeunes dans toutes les dimensions de leur personne, pas simplement l'intelligence rationnelle, enfin ce qu'on pourrait imaginer de ce que peut produire les mathématiques. Mais il y a tellement de sortes d'intelligence et qu'il faut travailler au-delà du scolaire. On a parlé de réussite. Malheureusement, il y en a aussi qui réussissent moins. Comment ça se concrétise, le décrochage? Quel est le risque? Est-ce que le risque est différent suivant qu'on soit dans un quartier favorisé ou défavorisé? Et si oui, est-ce qu'il se concrétise, ce décrochage, dans un quartier favorisé et dans un quartier défavorisé? Là encore, une histoire triste. Un élève de 6e, je me souviens, il avait planté un compas sur la cuisse d'une de ses camarades. Le chef d'établissement de l'époque l'a exclu et je comprends et j'étais d'accord avec la décision du chef d'établissement. Ce petit habitait dans une cité, il avait plus son papa, sa maman, il vivait avec son oncle. Voilà, il est tombé dans la drogue et à 15 ans, 16 ans, il s'est fait tuer. Voilà, le décrochage... C'est un élève à toi? Je l'ai eu en 6e. Et là, bien sûr, en tant que chrétien, mais aussi en tant qu'être humain, je me dis, mais Didier, on l'a exclu. Alors, on pourrait me répondre, non, on ne l'a pas exclu, il s'est exclu lui-même. Mais, je ne sais pas si tu te rends compte, il y a entre 80 et 100 000 personnes en France qui sortent du système scolaire sans rien. Alors, on imagine qu'à Marseille, ça peut faire peut-être 1000 personnes. 1000 personnes par an qui sortent sans rien. Et donc, voilà, le décrochage, il peut mener jusque-là. Ensuite, dans les quartiers... mais c'est toujours difficile de séparer parce que... Enfin, on sépare pour simplifier et pour mieux comprendre. Mais il peut y avoir un décrochage pour des raisons psychologiques. Le Covid a quand même causé des grandes difficultés. Le nombre de personnes, de jeunes qui ont 15, 20, 25 ans, là, qui sont suivis d'un point de vue psychologique, qui ont perdu l'appétit à l'existence, qui ont un réseau relationnel qui est très, très, très restreint. Pour toi, cet épisode du Covid, il a été structurant de ce point de vue-là? Ah oui, moi je ne saurais pas donner d'explication précise parce que c'est pas mon... Moi simplement, j'observe, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont eu des difficultés à s'en remettre. Surtout que c'était quand même 18 mois qui ont été difficiles. C'est sûr que quand on a une grande propriété à Aix-en-Provence, ça a été beaucoup moins difficile que pour ceux qui vivaient dans un petit appartement. En tout cas, il y a quelque chose que peut-être les sociologues analyseront dans quelques années.
Dans les quartiers qui sont favorisés ou pas, ou défavorisés, enfin bref, qu'importe, mais en tout cas, le professeur représente une figure d'autorité. Est-ce que parfois, toi, du coup, en tant que professeur, tu t'es senti dans une position, j'allais dire, inconfortable, mais en tout cas, oui, face à un refus d'autorité de la part de tes étudiants dans l'un ou l'autre des milieux dans lesquels tu as exercé? Alors j'ai beaucoup de chance, je n'ai pas un exemple où j'ai senti que les élèves manquaient de respect ou remettaient mon autorité en cause. Voilà, je dirais simplement que à Marseille, on a le verbe un peu haut, on fait peut-être de temps en temps, on oublie de réfléchir avant de parler, et donc j'ai eu... Plus qu'ailleurs, tu penses? Moi, ailleurs, je connais pas, donc moi, je connais que Marseille, hein. Et donc, de temps en temps, mais il y a des choses qui sont à recadrer. Fondamentalement, l'enseignant continue à être une figure d'autorité, mais l'autorité... Tu sais, l'autorité, hein, si on fait un peu de latin, ça vient du latin augeo, ce qui veut dire faire grandir. Souvent, on imagine qu'avoir de l'autorité, c'est rabaisser, recadrer, interdire. Je dirais plutôt que l'autorité, c'est permettre à l'autre de pouvoir grandir, de pouvoir réaliser ses potentialités. Et c'est aussi autoriser. Je te donne un exemple tout simple. Le professeur qui a de l'autorité, dans notre référentiel, il écrit au tableau, tout le monde se tait et tout le monde écrit. Est-ce que c'est un prof qui a de l'autorité ? Peut-être, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Un professeur qui va réussir à autoriser des petits groupes de parole, donc qui va autoriser du bruit, qui va autoriser éventuellement qu'un certain nombre abuse de ce bruit, abuse de cette liberté, et un professeur qui n'a pas peur de faire ça et qui arrive à gérer ces situations qui sont un peu inconfortables, pour moi, c'est un prof qui a une grande autorité. Et c'est vrai que nos manières d'enseigner, qui sont beaucoup plus actives, nous conduisent à prendre un peu plus de risques. Et je trouve que l'ensemble, on ne s'en sort pas si mal. Mais il est bien évident qu'un professeur en difficulté personnelle, pas simplement que professionnelle, eh bien, dans ces situations pédagogiques un peu plus libres, un peu différentes, est vraiment mis en danger. Dernière question sur le système éducatif, et après on va parler un peu plus de religion et de ta position de religieux. Il y a une petite guéguerre chaque année en ce qui concerne les établissements. Quel est le meilleur établissement de Marseille ? Tu les as tous connus, Provence, donc Cluny, Sion. Non, Sion, tu l'as pas fait. Enfin, J'y étais un peu. Lacordaire, c'est lequel le meilleur ? Alors, évidemment, tu me prends un peu au piège, mais en tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est pour être allé plusieurs fois à l'école Lacordaire, c'est de réaliser que les élèves sont très très fiers de leur établissement. Ils portent l'uniforme. Je dirais que voilà, à Lacordaire, il y a vraiment, on sent vraiment une grande, un certain nombre d'activités qui sont extrêmement fortes. Toute l'école va à Lourdes, toute l'école va à Rome. Enfin, ce sont quand même des signaux, alors pour le coup, des signaux forts. Et donc, je suis extrêmement impressionné. En même temps, pour tout te dire, mon petit frère est allé à Lacordaire, ça s'est pas très bien passé. Donc, je crois qu'il faut jamais idéaliser un établissement. C'est comme des chaussures. Voilà, une chaussure, elle est bonne si elle est adaptée à ton pied. Et je crois que tous les établissements, c'est un peu pareil. Si l'établissement est adapté à ce que tu es, aux valeurs que tu portes, c'est formidable. Autrement, tu peux avoir le caillou dans la chaussure, et alors ça, c'est pénible. Bon, mais il n'y a que Lacordaire qui est cité quand même. Voilà. Ok, Didier, on va parler maintenant de ton parcours. Donc diacre puis prêtre, d'abord religieux, puis diacre puis prêtre. Est-ce que, en fait, le mieux, est-ce que tu peux nous retracer ce parcours à travers ces différentes étapes ? Voilà, si tu veux, 99. Tu as quel âge ? Moi, j'ai 53 ans, donc moi, je suis né en 1972. En 99, il se passe deux choses là, très simples. Et j'avais 27 ans. Ouais. À 27 ans, voilà, avec la copine de l'époque, on se sépare, et 2 mois après, je perds ma maman. Donc, sans rentrer trop dans les détails, ça a été vraiment, tu prends une pierre d'1 tonne sur la tête, et donc, il faut se reconstruire. Dieu merci, le bon Dieu, en tout cas, ne m'a jamais quitté. J'ai toujours eu le sentiment d'être près de lui, et lui près de moi. Voilà, que ta volonté soit faite. Et j'ai attendu 2002 de manière assez un peu incroyable. Voilà, je serre la main d'un enfant et j'entends dans mon cœur, Didier, voilà, ça va être ta mission, accueillir les jeunes, les accompagner, etc. Et donc, je suis rentré à l'œuvre allemand aux Iris.
et donc avec une grande joie, une communauté où tout a bien matché. Et donc l'idée de cette vie religieuse, être religieux, c'est finalement vivre à la manière de Jésus. Il était libre, il était chaste, il était pauvre, on vit comme ça. On vit sur Terre de la manière dont on vivra au ciel. C'est un peu la logique de la vie religieuse. On n'est pas là pour se faire du mal, mais on est là précisément pour se faire du bien et donc se préparer finalement à la vie éternelle. Et avec un certain style, avec des jeunes. Voilà, ça a été vraiment formidable. Assez vite, dans 2007, 2008, j'ai eu ce désir à la fois de pas simplement rayonner, si on peut dire, dans le cadre de l'œuvre, mais plus globalement dans le diocèse, c'est-à-dire dans la ville de Marseille. Et donc, je me suis préparé avec l'accord de mon supérieur au diaconat. Être diacre, c'est toute la dimension de service des plus pauvres, service des enfants, etc. C'était assez, finalement, dans la continuation. Et donc, en 2011, j'ai été ordonné diacre. Donc là, c'était quelques années après. Et donc, à 39 ans, voilà, diacre. C'est l'occasion de baptiser, de marier, de célébrer des obsèques. J'ai eu la chance de marier pas mal d'anciens élèves, d'être là aussi dans ces moments décisifs que sont les obsèques pour des personnes à la fois de ma famille, à la fois d'amis, etc. Et ça a été voilà, aussi une deuxième dimension de ma vie religieuse, avec des grands guillemets. Et ensuite, un peu plus tard, donc là, il y a eu un petit... voilà, un appel dans l'appel, si on peut dire, dans l'appel à se donner à la religion, à Jésus, à la foi. Il y a eu un appel supplémentaire comme prêtre, alors que je m'en sentais complètement indigne, parce que je ne connais pas le latin, je n'ai pas fait beaucoup de philosophie, je ne parle pas avec des grandes phrases, comme dans ma représentation du prêtre, il fallait que le prêtre il fasse quand même des phrases un peu compliquées et tout ça. Et donc là, j'ai été ordonné prêtre il y a peu d'années, en 2019, donc j'avais 46 ans, 46 ans, pardon. Première question sur ta vie de prêtre. Déjà, concrètement, au quotidien, c'est quoi la journée d'un prêtre ? La journée d'un prêtre, elle commence à 7h45 par un temps de prière jusqu'à 8h30. Et donc, tous les prêtres, tous les religieux et religieuses du monde disent une prière qui s'appelle les laudes. Et ensuite, dans notre communauté, on prend un temps d'oraison, c'est-à-dire qu'on va prier en silence. Et par exemple, moi, je vais prier en pensant à la journée que j'ai passée, les personnes que j'ai rencontrées, les activités que j'aurai dans la journée. Et une des particularités aussi, c'est que j'ai ma petite liste de personnes pour lesquelles je prie. Et donc, le lundi, je prie pour telle ou telle personne, etc. Et donc, ça remplit largement la demi-heure d'oraison que je peux faire. Ensuite, j'ai un certain nombre d'activités. Moi, soit c'est professeur de mathématiques, soit d'aller en paroisse. Souvent, le matin, ça me permet de préparer un certain nombre d'activités. Voilà, la prière à midi, le repas, l'après-midi, encore des activités. Ce qui est un peu original, la messe et l'office de vêpres le soir. Et ce qui est un peu particulier, c'est que le soir, 3 fois par semaine, je suis dans ma communauté, le lundi, le mercredi et le dimanche. Et les autres soirs, je suis soit invité, soit en famille, soit pour préparer un mariage, un baptême, soit pour revoir des amis. Et donc là, c'est aussi un lieu de ressourcement et d'ouverture, parce que par définition, voilà, je n'ai pas des amis qui sont uniquement chrétiens ou pratiquants. Et donc, l'échange et vraiment cet échange de points de vue est extrêmement intéressant. Si j'en crois ce que tu dis, donc 27 ans, tu perds ta maman et tu as aussi dit, donc tu te sépares de ta copine. Oui. Donc l'appel jusqu'à 27 ans, en tout cas, on parlait de trajectoire, on parlait de destinée, oui. Ça, c'était pas du tout c'était la vision. La vie religieuse, c'était pas du tout le plan A. Mais tu sentais quand même, tu avais une appétence, j'allais dire, c'était quelque chose qui si tu veux, quand j'étais petit, mes parents étaient chrétiens, mais on n'est jamais allé à la messe en famille. Quand on allait en vacances l'été, je me souviens très bien que le dimanche, j'allais à la messe. Peut-être qu'une fois, une fois ou deux, peut-être que ma famille était là, je m'en souviens plus très bien, mais j'y allais parce que être chrétien, c'était aller à la messe. Et j'y allais avec beaucoup de sérieux, peut-être un peu trop de sérieux d'ailleurs, parce que je suis toujours passé pour un gars un peu chiant, en tout cas dans le cadre familial. Et pour moi, voilà, j'étais chrétien, il fallait essayer de faire de mon mieux, je te le disais tout à l'heure, pour vivre une vraie vie chrétienne. Et donc toutes les possibilités étaient ouvertes, sauf que je me disais,
je me disais, ben voilà, j'attendais un appel un peu explicite du Seigneur. Bon, quand on tombe amoureux, il n'y a pas d'appel explicite du Seigneur, ça arrive vite, et bon. Et après, voilà, mais après, j'étais à la fois inquiet, mais serein. Voilà, j'ai été accompagné par un prêtre, là, qui est pendant de nombreuses années, qui m'a beaucoup aidé. Mais donc, il y avait quand même un Ah terreau oui, fertile. bien Parce sûr. que Ah, bien je sûr. sais pas comment c'était à l'époque, mais aujourd'hui, il y a assez peu de jeunes, surtout à 27 ans, qui vont à la messe tous les dimanches de leur propre initiative sans avoir le terreau familial derrière. Ça n'arrive pas en réalité. Voilà. Je crois que les vocations, elles ne tombent pas du ciel. Même si c'est Dieu qui appelle, il appelle dans un environnement culturel. On en revient à ça. Et évidemment, si le Seigneur m'a appelé, c'est à la suite d'un certain nombre de petits appels où il m'a tapé sur la tête et je m'en suis pas rendu compte. Et à un moment, je me suis dit, ah oui, voilà, je pense que ça, c'est pas, il n'y a rien de magique, hein, c'est évident. Tu as un certain nombre de tes étudiants ou d'enfants que tu suivais dans le cadre de l'œuvre allemande qui sont devenus eux-mêmes religieux, voire prêtres? Alors, j'ai quelqu'un qui a à peu près mon âge qui est devenu dominicain. Il y a une personne que j'accompagne, là, qui réfléchit à la prêtrise. Mais de fait, c'est vrai que les vocations religieuses sont relativement rares. Je pense à une vocation féminine, oui, une personne que j'ai accompagnée. Mais c'est vrai qu'il y en a assez peu. Toi qui fréquentes de très nombreux ados, de très nombreux jeunes, est-ce que tu le constates qu'effectivement la pratique religieuse elle est en déclin total ou pas particulièrement? Alors, on va parler de façon scientifique. Si on regarde sur 50 ans, on est en déclin total. Ouais. Après, si on regarde de manière... Je parle toute religion confondue, voilà. Évidemment. Alors là, moi, je suis que sur le christianisme. D'accord. Sur le catholicisme, je ne pourrais pas parler des autres religions. Je ne suis pas compétent du tout. Sur 50 ans, je dirais qu'évidemment, c'est une crise, à mon avis, historique du catholicisme en France, à Marseille. Moi, je vois les actes de baptême. Et là, à Marseille, plus qu'ailleurs, à tes yeux? Non, moi, à Marseille, si tu veux, il y a 50 ans, il y avait peut-être 400 baptêmes par an sur ma paroisse. Maintenant, on en a 90, 100. Et encore, on n'a pas une paroisse particulièrement en déclin. Hein. Donc, il y a eu un décrochage au niveau des sacrements, etc. Et évidemment, les conséquences sont assez évidentes sur les vocations, ceux qui veulent devenir prêtres et tout ça. Après, si on zoome un peu et qu'on regarde sur ma paroisse, mais je pense que sur les autres paroisses, on pourrait dire la même chose, eh bien, on voit arriver des jeunes qui demandent le baptême, qui demandent la confirmation, et on ne sait pas d'où ils viennent. C'est quoi, jeune? Jeunes, c'est des gens qui auraient entre 20 et 30 ans. Ah oui, donc, tu te demandes pourquoi ils sont venus. Il n'y a personne dans leur famille qui pratique. Ils nous tombent du ciel. Ça ne vient pas on ne fait pas de publicité particulière. Si on est très honnête, lorsqu'on regarde le journal, on parle rarement positif de l'Église, et pourtant ils arrivent. Et chaque année, tu vois, sur Marseille, on a 200 jeunes qui demandent le baptême. Et donc qui n'ont pas été baptisés petits, ça veut bien dire que la famille ne poussait pas. Donc il y a vraiment pour ma part, un grand étonnement. Et donc, si on regarde ces petits signes, effectivement, c'est des signes d'espérance, même si, moi, l'objectif de ma vie, c'est pas d'augmenter la part de marché du catholicisme. Mais en même temps, mon objectif, c'est justement d'être chrétien, d'aimer Jésus et de le faire aimer. Mais je vais pas faire et dire n'importe quoi pour qu'il y ait plus de baptême. Tu vois, c'est pas l'idée, elle est pas là. L'idée, elle est de rayonner de ce que j'ai reçu, hein, tout simplement. Le déclin de la pratique, donc on l'a constaté, et les conséquences, elles sont palpables, mais on n'a pas évoqué les causes. Comment ça se fait, à tes yeux? Est-ce que l'Église, mais au sens institutionnel, a raté quelque chose, a raté un tournant peut-être? Alors moi, ma petite réflexion, au 19e siècle, on a parié sur la monarchie, c'est la République qui a gagné. On a parié sur la bourgeoisie, c'est les classes populaires qui ont gagné. On a essayé de se rapprocher, d'être au diapason des questions du monde, et on l'a peut-être fait avec retard. On a été aussi très incompris sur les questions de morale sexuelle, et ça a peut-être créé encore plus d'écart avec les jeunes générations. Et donc il y a un certain nombre de combats qu'on a menés. Peut-être que c'était les mauvais combats, peut-être qu'on les a pas bien menés.
Je suis pas assez spécialiste pour le dire, mais il se trouve qu'on a à chaque fois été dans le camp de ceux qui se sont loupés, et donc ça a peut-être fait en sorte que certaines personnes se détachent petit à petit de la foi chrétienne, ou en tout cas d'une appartenance objective à l'Église, en ne venant plus à la messe, par exemple. Est-ce que l'Église n'aurait pas du mal à se marketer puisque tu parlais de part de marché, voilà. Alors si on parle d'un point de vue business, en plus c'est un sujet que je connais bien, est-ce que l'Église n'a pas du mal à se vendre finalement? Parce que c'est vrai qu'à certains égards, l'Église, elle est pas toujours très sexy. Quand on rentre dans une église, c'est vrai que la moyenne d'âge est très très élevée, enfin souvent très très élevée. On retrouve assez peu de jeunes, on retrouve assez peu de vie même parfois dans les églises. Donc je me pose la question, et je te la pose du coup de manière assez naïve, est-ce que l'Église n'a pas du mal en termes de communication à se marketer et à se vendre? Alors, l'Église, elle n'a pas comme objectif de se vendre, elle a à témoigner de ce qu'elle vit, et donc, pour quand même répondre directement à ta question, je pense qu'on ne témoigne pas peut-être assez souvent et de bonne manière de la joie de l'Évangile, de la joie d'être chrétien, et que c'est vrai que peut-être que dans notre affichage, dans notre manière d'être, dans notre discours, on n'est peut-être pas assez simple, on n'est peut-être pas assez tranchant, on n'est peut-être pas assez positif. Tout ça c'est vrai, et c'est un appel à faire mieux, hein. Tu as tout à fait raison. D'autres religions, par opposition, le sont peut-être plus? Tu vois, dans le quartier des Accoules, juste en face de l'église des Accoules, il y a l'église protestante du Panier, et donc quand leur lieu de prière, c'est un peu comme un studio ici, avec une petite salle de spectacle, avec de la musique, avec quelque chose qui est extrêmement moderne. Mais il se trouve que nous, comme Église catholique, on porte quelque chose qui est, pour moi, très important, c'est la tradition. Et la tradition, c'est pas un poids à supporter, c'est une grande chance. La tradition, c'est des statuts. La tradition, ce sont des chants. La tradition, ce sont tout ce que les saints nous ont dit dans leurs prières, dans leur manière de vivre. Et la tradition, effectivement, ça nous leste un peu, mais ça nous donne aussi une force qui est considérable. Et évidemment, il nous faut essayer d'articuler tradition et innovation et modernité et ancrage dans tout ce que nous avons reçu et dont nous sommes fiers. Et évidemment, ça tiraille un peu, c'est pas simple. Tu as raison. J'ai parfois le sentiment, donc on entend parfois que l'islam est une religion de conquête. Nous, clairement, c'est pas le cas, et j'ai même l'impression parfois, enfin, en tout cas le catholicisme, c'est clairement pas le cas, et j'ai même parfois le sentiment que c'est exactement l'opposé, à savoir que le catholicisme ne cherche pas, contrairement peut-être à la vocation qu'on entend souvent de l'Évangile, d'aller annoncer la bonne nouvelle, mais au contraire que l'Église ne cherche pas j'allais dire séduire, c'est peut-être pas le bon terme, mais à gagner des parts de marché, pour reprendre l'expression que tu utilisais tout à l'heure. Est-ce que finalement, c'est pas ce qui lui fait défaut aujourd'hui à l'Église? Moi, je crois que le mandat que Jésus nous a donné, fait des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il reste tout à fait valable. Mais on ne va pas faire des disciples à n'importe quel prix. La liberté de conscience, elle est absolument essentielle. La liberté religieuse, elle est vraiment très importante. Et moi, je crois qu'il nous faut, là encore, tenir le désir de faire partager au plus grand nombre notre joie. Et moi, bien évident, j'accompagne une jeune femme musulmane au baptême, et c'est une grande joie, et je fais vraiment de mon mieux pour que ça soit vécu à la fois de manière sérieuse, profonde, spirituelle, mais on ne va pas faire n'importe quoi pour accueillir du monde. Peut-être que il y a une certaine époque, on disait qu'on est une église qui est vraiment très, très discrète. On est le sel de la terre, on ne veut pas être vu, on veut choquer personne, etc. Moi, je crois maintenant, ces questions-là, elles sont anciennes. Voilà, on est fiers de ce que nous croyons. On est aussi humble, parce qu'on sait très bien que l'institution, elle a ses limites. Mais bon, l'Église est notre mère, et nous souhaitons vraiment que le plus grand nombre puisse y entrer, mais pas à n'importe quel prix. Est-ce que l'Église, par exemple, si je vais encore plus loin dans la question et dans ces interrogations, l'Église doit être sur TikTok? L'Église doit communiquer via ce genre de réseau aujourd'hui pour aller parler à une jeunesse avec laquelle elle a du mal à communiquer? Bien sûr, il faut qu'elle soit sur TikTok. Il y a des prêtres dans les quartiers nord de Marseille, le père Damien, qui s'y attelle et qui a énormément de vues. Alors peut-être moins que toi, mais bon, moins que Il faut Marseille. Mais en tout cas, qui se donne beaucoup de mal. Et là encore,
on est peut-être un peu en retard par rapport à d'autres par rapport à d'autres médias, mais par rapport à d'autres structures, mais je crois qu'on s'y met et que à une certaine époque, il fallait que l'Église soit présente à la radio, soit présente à la télé, il faut qu'elle soit présente sur Internet, sur tous ces médias, et je crois qu'il n'y a pas de... je crois qu'il faut qu'on apprenne, on apprenne ce langage, qu'on l'utilise à bon escient, et il n'y a aucune difficulté à le faire. Aujourd'hui, donc, tu es un pied aux Acoules et un pied à la Major, c'est ça? Est-ce que tu Voilà, oui, c'est une paroisse avec plusieurs clochers. D'accord. Lesquels, donc, précisément? Donc, il y a les Acoules, il y a Saint-Laurent, et j'aide aussi un peu à la cathédrale. D'accord. Tu disais tout à l'heure que de manière sporadique, tu as effectivement certaines personnes qui viennent pour se baptiser, pour se marier religieusement parlant. Est-ce que tu as une pratique de jeûne, toi? Est-ce que tu as une pratique de jeûne régulière dans les paroisses dans lesquelles tu te trouves? Alors, je dirais que les jeûnes, ils sont réguliers dans l'irrégularité. C'est-à-dire que, voilà, on a, j'allais dire, une trentaine de jeunes, je dirais, qui ont moins de 30 ans, qui se sentent attachés au clocher, mais voilà, le week-end... C'est pas mal quand même, une trentaine. Voilà, mais si tu veux, tu en as à chaque fois, à chaque messe, tu en as simplement que 3 ou 4, parce qu'il y en a qui vont aller faire tel ou tel pèlerinage, il y en a après qui commencent à se marier, avoir des enfants, et donc il y a un attachement au clocher, mais qui n'est pas forcément lié à une pratique vraiment régulière. Si donc on essayait de rendre l'Église sexy, sexy, j'utilise volontairement ce terme, mais c'est peut-être pas nécessairement le bon, mais en tout cas de rentrer dans une dynamique marché. Alors prenons ce terme-ci. Là aujourd'hui tu es en capacité de parler via notre média, de parler à tout un tas de jeunes. Qu'est-ce que tu leur dis pour les rappeler à l'Église? Moi je leur dirais que ce que nous avons à offrir, ça s'appelle l'Évangile. Et l'Évangile, ce n'est pas un prêt à penser, c'est vraiment l'Évangile, c'est vraiment un art de vivre. Et cet art de vivre, il va en complète contradiction avec ce que la société nous propose. La société nous propose d'être efficace, nous on propose d'être fécond. La société elle nous propose d'avoir beaucoup d'ambition et d'écraser les autres et d'être les premiers. Et nous, l'Évangile nous invite à l'humilité. La société ou un certain nombre de personnes dans la société veulent profiter des uns des autres. Et nous, on essaye de vivre le bien commun et on essaye de vivre cette notion de service. Et donc, si on veut vraiment être libre, si on veut... Ceux qui veulent marcher à contre-courant, eh bien, il y a une proposition qui est faite qui s'appelle l'Évangile, qui est, me semble-t-il, une voie vers le bonheur. Et j'invite évidemment tous ceux qui vont écouter ce podcast ou nous voir à venir dans une église et ils ne regretteront pas. On parlait tout à l'heure de personnes qui se découvrent une vocation et qui finalement vont vers le baptême alors qu'ils n'y étaient pas du tout appelés initialement. Est-ce que tu as aussi des gens qui décident de changer de religion? Est-ce que tu en as beaucoup? Est-ce que c'est un phénomène de société que tu constates ou alors pas particulièrement? Et si ceux qui le décident, comment est-ce que ça se passe concrètement quand on veut changer de religion et devenir catholique? Pour devenir catholique, c'est un cheminement qu'on appelle le catéchuménat. Ça dure en gros 1 an et demi, 2 ans, où on va être à la fois accompagné par la communauté et accompagné personnellement. L'idée, c'est que ce cheminement, on donne du temps pour que la personne elle puisse vraiment se convertir. Se convertir, c'est pas simplement un tampon, maintenant tu es chrétien. Se convertir, c'est une manière de changer de vie, une manière de voir les choses avec de nouvelles lunettes, disposer son cœur à changer d'habitude de vie, peut-être être beaucoup plus charitable, ou peut-être aimer davantage son mari, sa femme, avoir un souci éducatif qui soit peut-être plus prononcé, ou simplement se mettre à avoir une vraie vie spirituelle dans la prière, ou dans l'écoute de la parole de Dieu. Donc, pour changer, pour devenir chrétien, pour être baptisé, il y a du temps, être accueilli dans une communauté. Une communauté, c'est une paroisse, une église, si tu veux, et aussi un accompagnement personnel par un chrétien qui prend cette responsabilité. Didier, question à 1 million. Ah. En tant que prêtre, tu es peut-être un peu plus proche de Dieu que les autres. C'est déjà un peu questionnable. Mais bon, partons de ce postulat. Il y a quoi au paradis, du coup? Est-ce que tu le sais un peu plus que les autres? Alors moi, ce que je dirais du paradis, je ne vais pas en dire beaucoup, mais j'ai envie de dire 3 choses. La première, c'est que on sera pauvres tous de la même manière, c'est-à-dire que nous serons, on n'aura plus de richesse, on n'aura plus nos habits, on n'aura plus ces apparences qui parfois nous font mal. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, évidemment, c'est l'objet de ma foi, c'est qu'on sera tous ensemble.
et que moi je pense toujours à ma maman qui est partie il y a 26 ans et que nous nous reverrons, nous nous reconnaîtrons. De quelle manière, j'en sais rien, mais on sera tous ensemble. Et la troisième chose, c'est que nous vivrons véritablement dans l'amour. Alors on sait très bien, dans nos familles, parce que les familles parfaites, ça n'existe pas, on a toujours un peu de rancœur, de comparaison, de jugement. Le paradis, ça sera vraiment une vie dans l'amour, collective, dans l'amour, et où la possession ne sera plus quelque chose d'important. Après, t'en dire plus, ça serait te mentir. Didier, il y a un certain nombre autour du catholicisme, il y a un certain nombre de légendes, en tout cas une culture populaire qui alimente tout un tas de visions questionnables sur la religion catholique, notamment à travers l'exorcisme. Et j'ai particulièrement, même si c'est pas dans le fil conducteur de notre émission, j'ai quand même envie de te poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui existe ? Est-ce qu'à Marseille, il y a un exorciste ? Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ? Bref, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette question ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque quelqu'un, un chrétien, se sent possédé, avec des guillemets, eh bien, il faut qu'il aille voir le curé de sa paroisse pour justement que le curé fasse, on va dire, un premier contact, voir si un accompagnement spirituel ou simplement le sacrement des malades ou le sacrement des réconciliations peut, entre guillemets, suffire à apaiser la personne. Si on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus profond, comme nous ne sommes pas formés, nous envoyons... Nous, les prêtres. Les prêtres de manière générale. Les prêtres, a priori, on n'est pas formés sur ces sujets-là. Donc, il faut être formé pour être exorciste. Ouais, pour être exorciste, il faut être formé et il faut être nommé par l'archevêque. Et donc là, il y a la possibilité, donc le prêtre va envoyer cette personne vers un prêtre. Là, je ne peux pas te donner son nom, parce qu'autrement, il y aurait trop de personnes. Il est identifié. Mais il est identifié, il a un nom, un prénom, une adresse, et donc on l'envoie. Et donc il y en a un par archevêché, par diocèse, par région. Il y en a un à Marseille, il y en a un à Aix, et peut-être il peut y en avoir deux quand il y a beaucoup de besoins. Mais de fait, c'est assez spécifique, parce qu'on n'est pas tous formés justement à la pratique de l'exorcisme. Didier, tu as été aumônier, tu as été diacre, tu as été prêtre, donc différents statuts au sein même de la religion catholique. Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Est-ce qu'il y a des grades ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a différents grades au sein de la société église, enfin de l'institution église ? À la base de la hiérarchie, il y a le fait d'être baptisé. Être baptisé, c'est recevoir le baptême. C'est donc, on peut le recevoir enfant, on peut le recevoir adulte. Et donc, c'est la base. Si on imagine une hiérarchie, c'est la base des chrétiens. Être chrétien, c'est être baptisé. Parmi ces chrétiens, il y en a un certain nombre qui vont faire des vœux religieux, qu'on va appeler des religieux, des religieuses, des vierges consacrées. Voilà, il y a un certain nombre de personnes. Il y en a d'autres qui vont recevoir un sacrement spécial, le sacrement de l'ordre, qui vont devenir diacres ou prêtres. Et donc un prêtre, c'est le responsable, on peut dire, d'une paroisse, et donc d'une portion de Marseille, si tu veux, d'un arrondissement. On a la paroisse de Saint-Victor, ou la paroisse, je ne sais pas, des Réformés. Et responsable de Marseille, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle l'archevêque. Donc l'archevêque, et donc tous les prêtres y participent au travail de l'archevêque, qui est de gouverner, qui est de sanctifier, qui est de servir, de former. Et donc, si tu veux, tout est organisé pour permettre aux chrétiens de recevoir un certain nombre de services, on pourrait dire. D'abord, d'avoir des messes, d'avoir des célébrations, d'avoir des sacrements, d'avoir aussi une formation, et bien sûr aussi d'avoir la possibilité de vivre la charité. Donc, l'évêque, les prêtres, les diacres, et l'ensemble des baptisés, avec un statut particulier pour tous les religieux et religieuses. Et certains évêques sont eux-mêmes cardinaux. Alors là, évidemment, et certains évêques, et parmi les évêques, il y a des cardinaux, et dans les cardinaux est élu de temps en temps le pape. Mais le pape, il est l'évêque de Rome. Didier, c'est la fin de cette émission. J'ai l'habitude de poser une dernière question dernière question et pas des moindres. Qui est-ce que tu me conseilles, donc des invités qui sont spécifiquement marseillais ou qui contribuent à façonner cette ville, qui est-ce que tu me conseilles d'inviter pour la prochaine émission ? C'est évident. Je suis prêtre catholique, je te suggère d'inviter notre cardinal, Jean-Marc Aveline. Avec grande joie. Voilà, j'espère qu'il viendra. Merci beaucoup Didier. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission de Il faut Marseille.